Comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, ici en Ribagorza, les villages abandonnés demandent souvent de marcher, c'est souvent dans les endroits bien moins accessibles que dans d'autres régions, par exemple comme la Navarre. Et le village dans lequel on va se rendre ici en est la preuve, nous allons tout là-haut. Je vais donc essayer de me rendre sur ce piton rocheux. C'est une forteresse très ancienne qui a plus de 1000 ans et c'est surtout un endroit emblématique de cette région qui surplombe toute la vallée. Maintenant, il reste juste à monter tout là-haut avec mon matériel. Souhaitez-moi bon courage. Bon, c'est sûr que ça monte, mais encore une fois, une chose est sûre, c'est que la vue est absolument exceptionnelle encore une fois sur tout le chemin. Vraiment, toutes les randonnées pour le moment que j'ai faites ici en Ribagorza, le paysage est exceptionnel, ça a coupé le souffle. Alors sur le chemin pour accéder au village, il y a cette espèce de grande crevasse, donc je me suis arrêté pour la prendre en photo et en m'arrêtant, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur des trous que vous voyez, eh bien, il y a des espèces de paniers, on dirait en osier. Et là, je me suis rappelé qu'effectivement, à l'époque, dans ce village, il y avait des apiculteurs, donc des personnes qui produisaient du miel. Et donc, en fait, ce que vous voyez derrière vous, ces espèces de paniers qui sont donc coincés dans la roche, ce sont donc les anciennes ruches du village. J'en avais déjà vu, j'en avais déjà trouvé dans un village abandonné à l'époque, il y a peut-être 2 ans, mais j'en avais jamais vu comme ça, vraiment, dans le paysage. Et c'est très impressionnant de se dire que probablement, à l'époque, toute cette roche était remplie de ruches et que les habitants venaient ici même récolter le miel. Alors forcément, plus on monte et plus on aperçoit des restes de civilisation. Hein. Là, on voit qu'il y a des murets en pierre un peu partout pour créer des terrassements, hein, des zones plates, peut-être pour récolter des céréales. Je suis enfin arrivé à ce qui semble être l'accès au village. Le village qui normalement est très délabré et vraiment envahi par la végétation, donc j'espère que je vais pouvoir y accéder. Alors regardez, la végétation est vraiment en train de gagner le combat sur le chemin. Je pense que d'ici 2-3 ans, ce sera impossible de passer ici. Je suis arrivé. Je pense au cœur du village, la première ruine est face à moi. Bon, il y a vraiment de la végétation partout, il y a des murs effondrés, etc. Je sais que dans ce village, il y a une chapelle que j'aimerais trouver, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je crois que je l'ai trouvée et qu'elle est là-bas. Bon, eh bien je me suis complètement trompé. Ce n'était pas du tout une chapelle, mais c'était juste probablement une ancienne étable. Donc voilà, je ne sais pas où je suis. J'ai vraiment cherché partout, dans quasiment tout le village. C'est horrible, vraiment. On avance au milieu d'une jungle de ronces et d'épines. Pour résumer, par où des fois je suis obligé de passer. Je suis obligé de ramper au sol. Et je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée. Alors est-ce qu'elle s'est effondrée depuis le temps? C'est probable. C'est possible. Est-ce que je ne l'ai juste pas vue? C'est possible également. Je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave. J'arrête parce que c'est trop compliqué. Et maintenant je vais donc aller en direction de la forteresse qui elle au moins bien se trouve plus facilement. Écoutez-moi bien, je n'en peux plus. Je pense que c'est clairement le pire village dans lequel je suis allé. La preuve en est que j'ai perdu la mousse de mon microphone. Je ne l'ai pas retrouvée. C'est horrible. Le village est vraiment envahi par une jungle d'arbres et principalement de ronces et d'aubépines. Et alors laissez-moi vous dire que aubépine, je ne sais pas pourquoi il y a aube dedans, mais je sais pourquoi il y a épine. Et je pense du coup que ma mousse s'est accrochée à une épine à un moment et je ne l'ai jamais retrouvée. J'ai fait voler le drone au-dessus du château.
J'étais un peu stressé parce que vraiment, c'est le vide. Et donc là, je termine mon balisto et je vous emmène voir l'intérieur. Allez, let's go! L'histoire de ce lieu commence dès le 8e siècle. Pendant la domination musulmane, un petit complexe défensif existait déjà à cet endroit. Mais il faut attendre le 11e siècle pour voir l'extension du territoire chrétien dans le nord de la péninsule, menée par Sancho el Mayor, roi de Pampelune. Surnommé le roi des Basques par ses ennemis et devenu comte de Ribagorza suite à la réussite de sa campagne, Sancho ordonne alors la construction d'une fortification, celle dont nous pouvons aujourd'hui admirer les restes. En effet, situé à la frontière des territoires chrétiens et musulmans, il était plus que souhaitable d'avoir des centres de population en hauteur, faciles à défendre. C'est donc autour de cet imposant édifice que s'établiront plusieurs villages, notamment celui d'Elmon, aujourd'hui abandonné et dont il ne reste que quelques ruines comme j'ai pu me rendre compte. En ce qui concerne la forteresse, le lieu était réputé pour être un des endroits les plus imprenables de la région, et ce à juste titre. Outre sa localisation qui la rend presque imprenable, le seul accès est protégé par une tour à 4 étages qui était l'une des plus imposantes de tout le comté avec ses 2 mètres d'épaisseur. À l'intérieur de ces murs résiste encore aujourd'hui la maison abbatiale, le petit cimetière, mais surtout l'ermitage de San Clemente, construit au XVIIe siècle et à l'intérieur duquel il reste encore de nombreuses traces de sa splendeur passée. Bon, faut vraiment pas avoir le vertige pour accéder au château, pour accéder à la cour, mais on y est. On a ici le vestige d'une des tours fortifiées. Alors cette tour, c'est donc quasiment tout ce qui reste des anciennes fortifications qu'il y avait ici. On a adossé à l'église, comme régulièrement, le petit cimetière. On a une petite croix ici. Et on a ici des espèces de petits cercueils et malheureusement on voit que ça a été vandalisé. Il reste probablement à l'intérieur tous les ossements, mais je ne les montrerai pas tout simplement par respect pour ceux qui ont été enterrés ici. Et nous avons donc l'église qui se trouve juste là et qui, je l'espère, est ouverte. Alors on peut peut-être y accéder par ici. Oui, alors il y a une grille, mais elle a l'air d'avoir été peut-être forcée, je ne sais pas. Oh, c'est grandiose. C'est grandiose. Alors, il manque beaucoup d'éléments, hein. On a notamment toute la barrière en bois qui a disparu. On n'a plus de bancs. Hein, les autels, bon, il ne reste plus rien dessus. Et tout ce qui n'a pas pu être emporté est encore ici, n'a pas été tagué et surtout, on a beaucoup de peintures qui sont encore bien visibles. Alors, mine de rien, comme ça s'effrite, regardez, on voit qu'il y a quand même beaucoup de peintures qui ont disparu. Je pense qu'ici c'était complètement recouvert et qu'il ne reste que ce petit bout de peinture. Et là aussi, on voit que en fait, les murs étaient complètement peints et que tout s'est effrité et tout est tombé au sol. Et il reste aussi une partie des fonds baptismaux. C'est la première fois que j'en vois un sous cette forme-là. C'est assez original. On a l'étage avec le chœur en bois. Il reste quand même un magnifique banc. Et oh là là. Et la vue globale sur l'édifice. C'est sublime.